Bonjour et bienvenue dans les cercles vertueux. Aujourd'hui, on va tout simplement traiter de la location saisonnière ou location courte durée, qui est une méthode de mise en location de vos biens par notamment Airbnb, Booking, etc. J'ai dernièrement lu un livre qui s'appelle Super Airbnb de Julien Roman et il m'a beaucoup appris justement sur ce sujet-là et je vais transmettre également les autres informations que j'ai appris sur d'autres plateformes et d'autres sources. Donc durant cet épisode, je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est la location courte durée de long et en large et comment ça fonctionne. Je vais vous donner plein d'informations que j'ai apprises du coup dans ce bouquin qui est Super Airbnb de Julien Roman. Je vais également vous expliquer qui est cette personne, qui est l'auteur, pourquoi est-ce qu'elle est apte à vous parler justement de ce sujet-là. Je vais faire également un résumé du coup des informations pertinentes que j'ai pu relever de ce livre et d'autres sources par lesquelles je suis passé pour apprendre des choses. Et nous allons finir sur une question, donc une thèse émise par ChatGPT. Je vais réagir par rapport à cette question-là. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de toutes les manières de gagner de l'argent en immobilier. Donc il y a plein de manières différentes de gagner de l'argent en immobilier, que ce soit tout simplement par la location classique, la location courte durée, la colocation, l'achat-revente, etc. En fait, il y a du plus passif au plus actif. Évidemment, plus vous êtes passif, plus moins vous allez gagner, et plus vous êtes actif, plus vous allez gagner de cash flow, donc de revenus nets dans votre poche tous les mois. Notamment le plus passif qu'on puisse faire en immobilier, ce sont des SCI, donc ce sont des sociétés qui vont se charger de vos biens immobiliers et vous allez tout simplement investir dans ces sociétés-là et ça fonctionne comme ça et du coup vous avez vraiment rien à faire si ce n'est avoir confiance en cette SCI-là. Ensuite vous avez la location classique, donc c'est tout simplement ce que la plupart des investisseurs font, c'est-à-dire acheter un bien et le mettre en location par des locataires qui restent là 3 4 ans, peu importe, des locataires qui payent tous les mois et c'est toujours les mêmes et il n'y a qu'un seul locataire, je dirais. Ensuite, vous avez la colocation. Donc vous allez acheter un bien, y mettre plusieurs chambres et tout simplement faire venir plusieurs locataires différents qui vont se partager l'endroit et ça va vous permettre de générer un revenu qui est plus grand, mais vous allez devoir avoir plus de gestion étant donné qu'il y a plus de locataires. Et il y a également du coup la location courte durée qui est l'une des méthodes les plus actives et donc qui génère le plus de cash flow. Donc c'est la méthode dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le fait d'acheter un bien, de le meubler et de le mettre en location sur Airbnb, donc de la location courte durée où c'est des voyageurs qui viennent pour une durée de une nuit à 10 nuits en moyenne. Et vous avez également pour finir la méthode la plus active pour gagner de l'argent en immobilier qui est l'achat-revente, voire l'achat avec option, c'est-à-dire que vous allez acheter un bien, vous allez potentiellement le rénover, le retaper et le revendre plus cher. Donc vous trouvez un bien qui est en dessous de la valeur du marché, vous le retapez et vous le vendez plus cher. Évidemment, comme je l'ai dit, plus il y a une méthode qui est active, vous devez faire plein de choses. Par exemple, dans la location courte durée, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. L'achat-revente encore plus. Plus c'est actif, plus vous allez gagner de l'argent en une courte période de temps, mais plus vous allez devoir également mettre d'efforts de temps dans la méthode de location. Donc Julien Roman, c'est un investisseur immobilier qui était photographe et qui a décidé de se lancer dans l'immobilier avec sa femme du coup en 2019. Il a acquis un bien en location de courte durée, puis un deuxième, puis un troisième. Il me semble qu'il en a encore plus maintenant, mais en tout cas, au moment où il a fini ce livre, où il l'a publié, il en avait trois. Et donc, dans ce livre-là, il nous explique tout simplement comment optimiser au maximum toutes les étapes pour tout simplement acheter un bien et le mettre en location, notamment sur Airbnb. Donc Julien Roman, c'est quelqu'un qui a investi ici dans l'immobilier à travers ce bouquin, mais qui a également commencé une chaîne YouTube où il partage plein de contenus sur la finance, les crypto-monnaies et l'investissement en général. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est d'ailleurs en suivant son contenu que je me suis décidé à acheter son livre. Il y a une phrase assez impactante qu'il dit dès le début du livre, ou alors c'est dans le quatrième de couverture, il me semble que c'est plutôt ça, c'est ne vous lancez pas demain ni aujourd'hui, mais maintenant.
Et cette phrase a beaucoup résonné dans ma tête, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de ça, il conseille à tout le monde, parce que dans l'immobilier et dans l'investissement en général, plus vous investissez tôt, parfois ce n'est pas le cas pour les marchés financiers, parce que parfois vous voulez investir tôt, mais c'est la mauvaise période pour investir, et du coup ce n'est pas une bonne idée, mais en tout cas dans l'immobilier, plus vous vous lancez tôt, plus vous aurez des loyers qui rentrent tôt, plus vous pourrez générer de l'argent sur la longueur le plus tôt possible. La phrase ne vous lancez pas demain ni aujourd'hui, même maintenant, elle résonne vraiment, elle doit vraiment résonner très fort dans la tête de tous les investisseurs immobiliers parce que si vous traînez 2, 3, 4, 5, 6 mois pour acheter un bien immobilier, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois de cash flow et de rentabilité sur un bien en moins. Évidemment, il faut sélectionner le meilleur bien pour l'acheter au meilleur prix, au meilleur emplacement et avec le meilleur taux de rentabilité. Mais il est très important, comme il le dit, de ne pas procrastiner, se dire oui, j'achèterai dans un an, j'achèterai dans deux, j'achèterai dans trois, mais tout simplement de passer à l'action le plus vite possible, se former le plus efficacement possible pour ensuite passer à l'action le plus vite possible pour pouvoir générer du cash flow le plus tôt possible, pour pouvoir scaler et avoir plusieurs biens par la suite et pouvoir prendre une retraite anticipée ou pouvoir vous lancer sur d'autres projets sans avoir une pression financière. Il nous dit dans ce livre qu'il faut voir du coup l'achat et la mise en location de ces Airbnb comme une petite entreprise. C'est-à-dire que dans la location courte durée, il y a vraiment beaucoup d'étapes à suivre. Il y a notamment déjà le fait d'avoir les fonds, le fait d'aller ben, analyser le marché autour de soi pour aller voir quels sont les meilleurs biens, quels sont les biens qui pourraient éventuellement être loués en Airbnb, quels sont les meilleurs biens par rapport au prix, par rapport au mètre carré, par rapport aux rénovations qu'il y a éventuellement à faire, aux travaux qu'il y a éventuellement à faire, quels sont les bons meubles à acheter pour que ce soit beau. Si on est dans un certain endroit, par exemple, lui, il a acheté des biens à côté de Disney, faire une décoration Disney, faire une décoration à thème, etc. Il y a plein de choses à analyser. Par la suite, il faut aller faire des multitudes de visites pour pouvoir apprendre le plus possible et trouver les meilleurs biens. Par la suite, il y a l'offre, il y a le compromis, il y a le crédit. Et enfin, vous arrivez au point qui nous intéresse ici, c'est tout simplement la mise en location, mais en location courte durée. Donc dans la location de courte durée, il faut déjà faire les meilleures photos possibles. Il y a notamment des conseils qui donnent par rapport à cela, où il dit qu'il vaut mieux s'accompagner d'un photographe professionnel et compétent ou apprendre justement activement la photographie. Je pense que par exemple pour ma part, lorsque je me lancerai ici dans les prochaines semaines dans la location courte durée, lorsque j'aurai acheté mon premier bien, je vais ici utiliser l'appareil photo que j'ai pour essayer de faire les meilleures photos possibles parce que les photos sont vraiment très importantes pour la mise en location parce que la première chose que vos voyageurs vont voir lorsqu'ils vont sur Airbnb, c'est les photos que vous mettez du coup de votre appartement, de votre maison ou peu importe. Donc comme je le dis, il faut vraiment le voir comme une petite entreprise dans le sens où vous allez devoir être réactif, notamment la prise de photos. Il va falloir que vous mettiez en place une femme de ménage qui fait son travail efficacement, qui est disponible assez souvent. Parce que si vous commencez à faire tout le ménage vous-même pendant 3 ans et que vous enchaînez un, 2, 3 biens, ça va être plus possible, vous allez plus savoir suivre. Donc idéalement, ce qu'il faut faire le plus possible, c'est déléguer, automatiser. Automatiser tout ce qui est possible et déléguer le reste, notamment le ménage. Il faut vraiment essayer de le déléguer le plus tôt possible. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Il y a un processus assez long à mettre en place. Donc, comme je l'ai dit, c'est comme une petite entreprise. Il faut vraiment prévoir chaque petite chose. Notamment lui, il a, lorsque les voyageurs commandent sur leur site Airbnb, eh ben, les voyageurs reçoivent un message automatique pour leur dire, voilà, il faut arriver à telle heure, etc. C'est à telle adresse. Vous pouvez rentrer vous-même parce qu'il a mis en place un système pour que les voyageurs puissent prendre leurs clés et ainsi arriver à l'heure qu'ils souhaitent. Il a également mis en place un guide donc d'explication de tout ce qu'il y a dans son appartement lorsque les voyageurs rentrent à l'intérieur. Donc il a fait un petit bouquin où il y a les explications d'absolument tout. Il y a également des messages donc qu'il a vraiment beaucoup l'habitude de recevoir et il a mis des réponses automatiques par rapport à ces messages-là.
Et du coup, il y a les voyageurs qui arrivent, les voyageurs qui profitent, les voyageurs qui partent. Par la suite, automatiquement, la femme de ménage qui doit venir nettoyer pour éventuellement les prochains voyageurs qui peuvent arriver donc dans la soirée. Donc tout ce que je veux expliquer par là, c'est que, comme il le dit, c'est comme une petite entreprise. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et par la suite, ça peut fonctionner tout seul. Mais évidemment, au départ, il va falloir y donner du sien et pas simplement, bah, du coup, comme dans une location classique, trouver un bon locataire, le mettre dans ce local-là et puis lever les mains. Non, là, tous les mois, vous allez avoir des voyageurs différents qui vont avoir des exigences différentes et qui vont demander des choses différentes. Il nous dit également que les biens off-market, donc les biens qui sont en dehors du marché, donc qui ne sont pas ici en Belgique sur ImoWeb ou sur en France, seloger.com, etc. Ce sont donc les biens qui sont off-market, des biens qui vont d'abord être proposés aux friends and family, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui veut mettre son bien en vente, la première chose qu'il va faire pour une succession ou peu importe, pour des biens particuliers, c'est souvent fait, il va parler aux gens qui sont autour de lui. C'est un petit peu comme une demande d'emploi. Lorsqu'un employeur cherche à engager quelqu'un, pendant les 2 premiers jours, les 3 premiers jours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le tour de tout son entourage pour voir s'il y a éventuellement quelqu'un qui serait intéressé par avoir ce travail-là. Et bien pour les biens off-market, c'est exactement la même chose. La plupart des gens, des particuliers, vont mettre en bien leur location en vente avec les gens qui sont autour d'eux et par la suite le mettre sur le marché. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que du coup, il est vraiment important d'essayer de teaser des relations, notamment avec les agents immobiliers, pour pouvoir avoir les biens que tout le monde recherche au moindre prix et les avoir en premier surtout. Il nous dit qu'il est important du coup, lorsqu'on parle avec un agent immobilier pour justement acheter un bien pour la location saisonnière, de lui demander si tout simplement la location saisonnière est possible. Je pense qu'il est vraiment important de ne rien lâcher comme je le dis régulièrement dans mes podcasts. Notamment lui, il a eu un problème avec un agent immobilier qui n'était pas très correct avec lui et il a tout donné. Il a été à l'agence à 8h40 alors qu'elle ouvrait à 9h. Il lui a envoyé plusieurs mails pendant le week-end. Il lui avait pas répondu, du coup il a fait ça. Il a été voir cet agent immobilier là. La secrétaire qui était là pour cet agent immobilier, du coup, a vu que Julien Roman arrivait dans l'agence et elle a téléphoné à du coup son patron en lui disant oula, il y a un client qui est pas du tout content là. Il était censé avoir le deal, il l'a pas, alors qu'il a mis l'offre en premier, c'est pas normal, etc. Et il y a même carrément l'agent immobilier qui a été un petit peu du coup intimidé par le fait que Julien Roman était dans cette agence-là. Finalement, il a eu le deal, mais c'est vraiment en insistant. S'il avait baissé les bras, s'il s'était dit, bon, ils répondent pas à mes mails, du coup, ben, j'aurais pas le deal. Non, il a été, avec toute sa rage, toute sa force, il a été dans cette agence, il a insisté, il a envoyé des mails, il a téléphoné, il a insisté, insisté, insisté. Il a fini par avoir le deal, alors que l'agence immobilière allait vouloir donner le deal à un de ses proches. Donc il a vraiment donné. Je pense qu'il est important aussi de prendre l'avis de plusieurs agents immobiliers, de plusieurs entrepreneurs et de plusieurs banques également. Donc que ce soit pour trouver les bons biens, utiliser plusieurs agences, que ce soit euh, aller chercher plusieurs entrepreneurs pour faire éventuellement les constructions. Je pense que c'est important pour avoir vraiment le meilleur entrepreneur, pour pas prendre celui par défaut, le premier qu'on trouve ou quoi que ce soit, et ne pas aller prendre le taux le plus rapide en banque, notamment en faisant une seule banque, en allant chercher un crédit dans une seule banque, qui vont par exemple vous en donner un crédit à 80%, à un taux qui ne vous convient pas, à des conditions qui ne vous conviennent pas, et il ne faut pas du tout hésiter du coup à aller chercher 15, 20, 25 banques, à aller chercher 10, 15 agents immobiliers différents, d'aller chercher 5, 6 entrepreneurs différents pour voir ce qu'ils proposent, à quel prix et comment ils comptent le faire. Il faut savoir que, et c'est également ce qu'il nous dit dans le bouquin, c'est que les banques ne courent pas après les crédits. C'est pas, il nous explique dans le bouquin comme quoi il y a, les banques n'ont pas un grand intérêt à nous faire des crédits et que ce qui intéresse les banques, c'est surtout la sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème justement avec votre dossier. Donc la meilleure manière de rassurer les banques par rapport à ça, c'est d'avoir le meilleur dossier, le plus complet possible lorsque vous allez dans une banque pour être le plus près possible et pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Il nous dit du coup
que lui qui a des biens à côté du coup de Disneyland Paris, il a créé une identité à son Airbnb et il a notamment mis des posters, etc. Il a repeint, il me semble, avec des personnages de Disney dans les chambres des enfants, dans les chambres également parentales. Il a fait plein de décorations Disney parce qu'il sait que la plupart des voyageurs qui viennent dans son Airbnb viennent pour ça. Et ce que la leçon à tirer, je pense, de tout ça, c'est que lorsque vous avez un Airbnb et que vous le mettez en location, il faut vraiment que vous ayez une identité forte, que vous ressortiez du marché comparé à tous les autres Airbnb qui sont entre guillemets normaux, que vous essayez d'avoir une identité, d'avoir une chose pour lesquelles les gens viennent et qui vous démarque vraiment du reste des Airbnb. Il nous explique également comment optimiser au maximum du coup la location saisonnière, notamment au lancement par exemple. Il nous conseille durant le premier mois de baisser les prix au maximum, justement pour qu'il y ait des voyageurs qui viennent, il limite faire un divisé par deux par rapport au prix qu'on espère mettre par la suite, pour avoir le plus de voyageurs possible. Ils seront sûrement de moins bonne qualité parce qu'en général, plus vous mettez les réservations de votre Airbnb moins cher, plus vous aurez malheureusement des clients qui seront moins classe, moins respectueux de votre Airbnb. C'est malheureusement le cas, mais du coup, comme il l'explique, mettre les prix divisés par deux le premier mois, voire les 2 premiers mois, pour qu'il y ait plein de gens qui viennent et ainsi générer des avis, ce qui va permettre d'être super host par la suite. Ce qui vous permet d'être super hôte et du coup, ce qui vous permet d'avoir une place prédominante donc dans les pages Airbnb quand les gens vont rechercher votre ville, etc. C'est qu'il n'y ait aucune annulation, qu'il y ait une évaluation globale de 4,8 étoiles sur 5, que vous ayez accueilli au moins 10 voyageurs. Voilà pourquoi il faut essayer de baisser les prix pour avoir le plus de voyageurs possible au début et que vous ayez au moins un taux de réponse de 90%. Donc lorsqu'un voyageur vous envoie un message, vraiment essayez de répondre le plus vite, le plus efficacement possible et surtout toujours répondre. Ce qu'il nous conseille également, du coup, pendant ce premier mois, voire ces 2 premiers mois de lancement, c'est de ne pas forcément faire un minimum de 2, 3, 4, 5 nuits par réservation. Vous pouvez mettre les réservations à une nuit pour avoir du coup une grosse affluence de voyageurs dès le début, d'avoir plusieurs voyageurs différents dès le début pour avoir plusieurs évaluations. Évidemment, essayer de faire le travail le mieux possible pour avoir des 5 étoiles. Et par la suite, pour avoir moins de gestion par rapport à la femme de ménage, par rapport justement au message, essayer d'avoir donc 2, 3 à 4 jours minimum par réservation. Ainsi, vous aurez moins de gestion. Lorsque vous aurez une réservation, ce sera directement, par exemple, avec 3 réservations, avec 3 jours minimum, vous aurez directement une réservation de 3 jours, ce qui est merveilleux. Donc au début, mettre un minimum, tant pis, et se bouger le cul pour aller chercher le maximum de réservations, et par la suite, augmenter le nombre de jours minimum, notamment pendant l'été où par exemple il y a plus d'affluence. Il nous dit qu'il est vraiment important de bien faire les choses pour être le plus mis en avant possible par la plateforme. Ce que je voulais dire également tout à l'heure par rapport à créer son identité, c'est par exemple, j'en ai parlé dernièrement avec donc ma mère qui veut également se lancer dans ce genre de projet et elle m'a dit que l'une des choses les plus importantes pour la décoration, parce que je trouve qu'elle a vraiment un talent là-dedans, elle m'a dit tu achètes plein de meubles, que ce soit Ikea, peu importe, des meubles un petit peu normaux qui coûtent pas forcément cher, parce que sinon si tu achètes tout cher, c'est plus difficile à rentabiliser, et tu achètes deux trois meubles, deux trois pièces de l'appartement qui ressortent vraiment et dont les gens vont se souvenir. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil pour n'importe qui veut donner une touche même à sa maison, à son Airbnb, à une location classique même si vous la faites meubler, peu importe, toujours rajouter sa patte, sa touche, et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous différencier des autres. Et pour finir, je vais passer du coup une question, un sujet qu'a émis ChatGPT. Donc il nous dit, dans le cercle vertueux d'Airbnb, des voyageurs extraordinaires laissent votre appartement impeccable, ce qui attire d'autres voyageurs extraordinaires. Découvrez comment cultiver cette dynamique positive. Je pense qu'il est important justement d'être toujours dans une mentalité positive, peu importe si le voyageur il est déçu par rapport au fait qu'il y ait l'eau qui se refroide,
qu'il ait cassé quelque chose, qu'il n'arrive pas à trouver les clés, qu'il y ait des gens qui fassent du bruit dans l'appartement d'à côté, que l'appartement n'ait pas été rangé, il va y avoir certainement des problèmes qui vont arriver comme ça. Mais je pense qu'il est important du coup de toujours être dans un cercle vertueux et de penser de manière positive et d'essayer de tirer petit à petit le voyageur avec des pensées positives vers un mood positif plutôt que de le confronter, de s'énerver sur lui et qu'il vous mette une très mauvaise note, voire qu'il saccage l'appartement avant de partir. Il y a également eu des cas comme ça. Donc, s'il y a des problèmes, ne pas les fuir, les confronter, mais réagir positivement et pas commencer à vous engueuler avec la personne, notamment le fait d'envoyer des messages qui sont positifs tout au long de la durée de séjour du voyageur. Par exemple, Julien Roman dans son bouquin, il envoie un message avant que les voyageurs arrivent, un deuxième 2 jours avant, il me semble, que les voyageurs arrivent. Puis les voyageurs sont arrivés, ils renvoient un message et c'est tout le temps dans un mood positif, etc. Et la dernière journée, il envoie quelque chose du genre des voyageurs extraordinaires nous ont déjà nettoyé tout l'appartement. Du coup, il met à disposition du matériel pour nettoyer. Nous ont déjà nettoyé l'appartement et c'est vraiment formidable. N'hésitez pas à le faire, mais si vous ne le faites pas, bah, il y a un budget ménage, etc. Merci beaucoup. Rentrez bien chez vous, etc. Donc il est vraiment dans une démarche positive lorsqu'il explique tout cela. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important et que ça peut être une bonne chose. Notamment, il y a des voyageurs à lui où la femme de ménage n'avait quasiment rien à faire. Elle est arrivée, il y avait juste les draps à faire et les voyageurs avaient déjà tout nettoyé à la place du coup de la femme de ménage. Je pense qu'il est toujours important d'être dans une dynamique positive, que ce soit pour avoir des évaluations, pour se sentir bien. Il ne faut pas devenir prisonnier du coup de son Airbnb. Comme je l'ai expliqué par exemple pour le ménage, faut pas essayer de faire tout le ménage soi-même pendant des mois, des années. Parce que faut pas devenir esclave de son Airbnb, mais que ce soit quelque chose qui devient petit à petit de plus en plus passif au fur et à mesure que vous déléguez, que vous automatisez le plus de choses. Évidemment, c'est du Airbnb, ça génère plus de cash flow, il y a plus de gestion, c'est un fait, mais au fur et à mesure, de plus en plus vous détachez de la chose, même si c'est quelque chose d'assez actif au début. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode des cercles vertueux. J'espère que ça va en inspirer certains. Pour ma part, je me lance du coup dans un projet de Airbnb ici dans les prochaines semaines. Je suis activement à la recherche de biens, que ce soit tout près de Tournai, tout près de Mons, etc. Je suis en train de chercher. Ça m'intéresse beaucoup. Je sais que je vais me lancer là-dedans. Ça me passionne. Et voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous avez été productif pendant ce podcast. C'est ciao.